Nous avons un peuplement qui implique qu'il y ait des petits établissements ruraux pour permettre une vie dans des campagnes. Plus les parents croient en l'école, même si eux n'ont aucun diplôme, même si eux ne savent même pas lire, c'est pas le problème. S'ils croient en l'école, ils vont transmettre ça à leur enfant qui, du coup, s'investira. Je suis frappée de voir des enfants qui vivent dans des zones rurales et qui vivent comme si ils étaient dans un milieu urbain, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion de la nature qui est à côté de chez eux, ils ne se promènent jamais dans les bois, ils sont à temps plein sur des consoles de jeux dans un pavillon. On ne peut pas réussir à réformer l'école si on ne paye pas correctement les professeurs. Bonjour et bienvenue dans Éducation prioritaire, le podcast qui fait vivre les enjeux éducatifs partout en France, au travers d'entretiens, de débats et de décryptages. Aujourd'hui, nous recevons une voix qui compte dans l'opinion. Agrégée de lettres, journaliste, essayiste, patronne de presse particulièrement engagée sur les questions d'éducation, Natacha Polony a dirigé l'hebdomadaire Marianne et fondé récemment un tout nouveau média, l'Audace, qui interroge la place de la France dans le monde, notamment par le prisme de ses territoires. C'est sur ce sujet en particulier, ainsi que sur la place de l'école, qu'elle connaît particulièrement bien, que portera notre entretien. Natacha Polony, bonjour. Bonjour. Vous êtes connue des Français comme essayiste, journaliste. Vous avez dirigé l'hebdomadaire Marianne et aujourd'hui, vous lancez un nouveau trimestriel, un nouveau média qui s'appelle l'Audace, dont on aura le plaisir de parler ensemble. Vous avez commencé comme enseignante et vous êtes, je crois, toujours une enseignante dans l'âme. Quel élève étiez-vous ? Moi, j'étais une élève très timide. J'étais l'élève qui est dans un coin de la classe, alors qui a très rapidement compris 2-3 éléments, comme par exemple le fait que pour être tranquille dans une classe, il faut être devant le bureau, mais sur le côté, près de la fenêtre, parce que le regard du professeur, qui en général est debout, va au-delà. Et donc, il ne voit pas ce que vous faites, et donc vous pouvez dessiner tranquillement. Donc, j'ai acquis un très très bon coup de crayon en m'ennuyant terriblement à l'école pendant des années. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas... étranger au fait que j'ai voulu enseigner, même si je n'avais pas envie de ne faire que de l'enseignement. Mais il y avait aussi cette idée que j'adorais la littérature, j'adorais les livres, et j'étais quand même frappée par l'absence totale de ferveur de certains profs. Donc il y avait cette volonté de se dire, mais en fait, on peut faire mieux. Alors j'ai eu quelques profs absolument extraordinaires. Ouais. En littérature particulièrement. D'abord des institutrices qui m'ont appris la langue française avec une rigueur et avec des méthodes qui seraient sans doute assez désavouées aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs les types de méthodes de lecture et les méthodes de discipline. mais je leur voue une vénération. J'ai un souvenir extraordinaire de ces années-là et du travail que faisaient ces institutrices. Et puis après, oui, un professeur de français extraordinaire en 6e, une autre en classe préparatoire littéraire. Et entre les deux, je me suis beaucoup ennuyée à l'école. Et donc c'est ça qui vous a donné l'envie de devenir enseignante ? Alors, c'est le fait que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où les livres étaient importants. C'est une transmission, alors en particulier par ma mère qui adorait la littérature et qui considérait que le plus important c'était les livres. Elle était médecin pourtant, mais j'ai des parents médecins, je suis d'une famille vraiment de médecins. Elle regrettait en fait d'avoir fait des études scientifiques parce que dans sa famille, quand on faisait des bonnes études, c'était scientifique. Mais elle m'a transmis l'amour de Marcel Pagnol. J'ai encore... vous voyez, c'est grâce à elle que j'ai cette culture de la langue dans le sens où j'ai appris par cœur des textes et je me les répète, par exemple dans le métro, dans la rue. Et je saoule mes enfants avec cette idée que si un jour ils se retrouvent enfermés quelque part, parce que la vie peut conduire à ça, et bien la survie c'est de se réciter des textes et de la poésie. Ah, c'est génial. Et donc, oui, j'ai eu cette chance-là. Un père qui adorait Cyrano de Bergerac, parce que je tiens de lui ce nez qui, d'un quart d'heure en tout lieu, me précède. Et donc, il avait appris par cœur le premier acte de Cyrano pour répondre à ceux qui se moquaient de lui. Bien sûr. Donc, j'ai grandi dans les vers de Cyrano et puis le panache des Trois Mousquetaires. Et en fait, j'ai eu envie de transmettre ça. C'est-à-dire que c'est pas, mes parents, encore une fois, ne sont pas d'une famille d'enseignants, pas du tout. Mais il y avait la culture républicaine.
Au sens où, déjà, l'idée qu'on respecte les règles, on respecte la loi, et on croit en la méritocratie. Et puis, au fond de moi, du coup, cette idée aussi, ce mythe des hussards noirs et l'idée que ce que moi j'ai eu la chance de recevoir, je devais le transmettre à des enfants qui n'ont pas cette chance-là dans leur famille. D'accord. Et je suis allée avec cette idée-là, donc j'ai passé l'agrégation, j'ai demandé à aller à Épinay-sur-Seine avec cette idée que la littérature, c'est le patrimoine de tous les enfants français, d'où qu'ils viennent. Est-ce qu'il y a un texte en particulier qui vous a guidé dans cette période-là? Vous parlez de Cyrano, vous parlez de Pagnol, il y a d'autres références comme ça qui vous habitent? Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que alors il y a un texte qui me touche profondément et qui est sans doute un des textes les plus importants pour moi, qui est Citadelle de Saint-Exupéry. Bien sûr. Je veux dire, j'ai fait une sorte de mantra de cette phrase qui est sublime. Alors, n'invente pas un empire où tout soit parfait, invente un empire où simplement tout soit fervent. C'est beau. J'essaye d'être fervente dans tout ce que je fais. Magnifique. Vous disiez, vous avez passé donc l'agrégation de lettres, ensuite vous avez brièvement enseigné dans l'éducation nationale, puis vous avez quitté cette fonction parce que vous n'étiez pas en accord avec les méthodes d'enseignement du français. Quelles étaient-elles et qu'est-ce que vous leur reprochiez à ces méthodes? J'ai passé l'agrégation l'année 1999, donc on était véritablement dans l'installation et la plus forte période des idéologies qui prévalaient dans la loi d'orientation sur l'école de 1989 et qui ont ensuite diffusé dans toute l'éducation nationale. Et donc, cette idéologie, qui était fondée sur l'idée du constructivisme, c'est-à-dire l'enfant construit lui-même son propre savoir, et sur l'idée qu'il fallait passer progressivement des connaissances aux compétences. Il faut bien comprendre que les compétences, c'est un terme qui vient du management, c'est un terme qui vient des entreprises, et qui s'est diffusé ensuite dans l'enseignement professionnel, cette idée que ce qui compte, c'est d'enseigner aux individus des compétences qu'ils vont pouvoir exploiter parce que nous sommes dotés d'un capital humain que nous allons vendre sur le marché. En gros, c'est ça l'idéologie. Et cette conception-là s'est ensuite diffusée de l'enseignement professionnel dans la conception même de l'école dans les années 1970, 1980, 1990. Et vous le trouvez à peu près dans tous les textes, par exemple, de l'OCDE, excusez-moi, de l'OCDE, de l'Union européenne, avec cette volonté d'uniformiser les systèmes scolaires pour entrer dans la compétition de la formation. Et tout cela a été adapté dans l'école française à travers la loi d'orientation de 1989, puis celle de 2004, celle de François Fillon. C'est d'ailleurs extraordinaire, 2005. Droite et gauche, de ce point de vue-là, ont mené la même politique, qui est une politique donc, qui abandonne l'idée que l'école est une institution de la nation qui forme des futurs citoyens, pour aller vers cette idée donc que c'est un service rendu aux familles pour permettre donc de développer un capital humain. C'est même pas seulement un service rendu aux familles, parce que en 1995, la table ronde des entreprises européennes, qui est un des lobbies patronaux en Europe, dans son livre blanc sur l'éducation, écrivait « L'éducation doit être conçue comme un service rendu aux entreprises ». Bon, on a le droit de penser ça. Pour ma part, je tiens à la promesse républicaine et je crois que l'école doit être conçue telle que la concevait tout simplement Condorcet dans les 5 mémoires sur l'instruction publique, donc 1791. C'est-à-dire la puissance publique doit l'instruction au peuple, tout simplement parce que sans un peuple éduqué, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. Donc l'idée même de la démocratie s'appuie sur le présupposé que nous sommes tous doués de la raison universelle, et donc l'idée qu'il faut permettre à chaque individu d'exercer sa raison et de ne pas dépendre d'autrui pour son jugement. Et pour cela, il faut des savoirs universels qui vont permettre à chacun, donc, non pas d'être expert en tout, mais face à des discours d'experts, de déterminer dans quel discours ils vont
avoir confiance et quelle est la direction dans laquelle ils veulent aller. C'est-à-dire que former un citoyen, c'est pas mettre en place un catéchisme sur les valeurs, etc. Ça, c'est ridicule. C'est un prêchi-prêcha qui ne fonctionne pas et on le voit depuis des années avec notamment, hélas, la façon dont on essaye de faire passer l'idée de laïcité. On a transformé ça en un catéchisme totalement inefficace. On forme des citoyens en formant des hommes libres. Et ils sont libres par leur savoir. Nous concevons cela depuis l'humanisme, depuis le XVIe siècle, cette idée que les savoirs nous transforment et nous rendent plus humains. Et la République française est l'héritière de cette conception-là. Et c'est ça que l'école doit transmettre. Or, quand je suis arrivée comme jeune prof, c'était l'année où Claude Allègre était ministre de l'Éducation nationale. Alors, il était très très en vogue à cause de son histoire du mammouth. Il faut dégraisser le mammouth, ce qui avait beaucoup plu à toutes les élites médiatico-politiques, mais qui était très bête. Parce qu'il faille aujourd'hui faire bouger l'éducation nationale, qu'il y ait des pesanteurs, on en est tous d'accord. Mais derrière cette idée-là, qu'y avait-il ? Moi, j'ai encore en mémoire les interviews qu'il donnait, tellement j'étais effarée. Donc, 1999, c'était dans France Soir à l'époque, et il déclarait des choses comme les mathématiques sont vouées à un déclin inéluctable, puisque maintenant nous avons des machines pour faire les calculs. Bon, c'est une conception, moi je trouve que ça va pas très très loin pour un ministre de l'Éducation nationale et un scientifique, c'est assez étonnant. Il y avait aussi cette idée que, alors je me souviens, il déclarait... l'histoire, nous sommes dans une période mondialisée, donc il faut, en terminale, enseigner l'histoire mondiale. On ne rentrera bien sûr pas dans les détails, on se contentera de quelques flashs. Voilà. Tout était comme ça. Et en fait, les réformes qu'il a voulu faire passer détruisaient l'idée de la transmission du patrimoine culturel littéraire français, parce qu'on était dans une conception purement utilitariste. D'ailleurs, il est le premier, tout le monde l'a oublié, à avoir utilisé La Princesse de Clèves comme exemple de livre parfaitement inutile, bien avant Nicolas Sarkozy. Il avait expliqué, c'était dans une interview au Point, de toute façon, il faut enseigner au lycée le fait d'écrire des lettres de motivation, c'est beaucoup plus intéressant. Et s'il y a des lycées qui enseignent Astérix plutôt que La Princesse de Clèves, je trouve ça très bien. Et quand j'avais lu ça, je m'étais demandé, mais lui, il met ses enfants dans le lycée qui enseigne La Princesse de Clèves ou Astérix ? Évidemment, comme toujours. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai démissionné, parce que en fait, le mouvement des enseignants a fait tomber Claude Allègre, mais Jack Lang est arrivé, a dit au syndicat d'enseignants, vous êtes des gens formidables, etc. Et ça lui a permis de faire passer toutes les réformes. Voilà. C'est intéressant cette réflexion sur la gratuité du savoir en réalité, parce que l'autre écueil tout de même, c'est une vision très théorique de l'école qui condamne les métiers manuels ou qui les méprise, qui les prend de haut. Comment trouver cet équilibre, selon vous, entre la gratuité du savoir qui élève et en même temps la nécessité de faire une place à tous les talents ? C'est extrêmement important. La gratuité du savoir ne signifie pas l'abstraction. Et on a confondu les deux. Parce que parmi les dérives gravissimes de l'école, il y a la prééminence de l'abstraction, notamment dans l'enseignement des mathématiques et des sciences. Et nous sommes en train de le payer, c'est-à-dire que nous avons un effondrement du niveau mathématique et scientifique. Or, les premières recherches sur la pédagogie, je vous parle du début du 19e siècle, les premiers qui ont commencé à réfléchir sur l'enseignement des mathématiques ont immédiatement dit, en fait, il faut se fonder avant tout sur de la manipulation d'objets pour que les choses soient extrêmement concrètes, les ordres de grandeur, les choses comme ça, donc des bouts de ficelle plus ou moins longs. Voilà. Et ça, à partir de la fin des années 70, les fameuses mathématiques modernes, on bouleverse les méthodes d'apprentissage à l'école primaire et nous ne sommes jamais vraiment revenus là-dessus. Donc l'urgence, là, c'est de remettre de la manipulation d'objets, des leçons de choses à l'école. Alors, sans aller jusqu'à la méthode de Singapour, qui est très à la mode, etc. Moi, je connais des professeurs. Il y a un petit groupe qui s'appelle le groupe de recherche interdisciplinaire sur les programmes. Ce sont des professeurs et instituteurs qui ont fait le travail dans les années 2000-2010 de produire des manuels qui sont des manuels pour le CP, pour le CE1. Et c'est très intéressant. Franchement, je me suis penchée là-dessus. J'ai comparé les manuels de mathématiques de l'Éducation nationale, enfin, qui sont... conseillés par l'Éducation nationale et ceux du GRIP.
Mais c'est vertigineux la différence. Ceux de l'éducation nationale, vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas le sens pédagogique des questions. Et je peux témoigner, moi, mes propres enfants, je me souviens de mon fils aîné qui rentre au CP, qui rentre de l'école et qui me dit, je vois les devoirs à faire, compter de 2 en 2, de 0 à 99. Et là déjà on se dit, oui, là, voilà, il y a un truc qui colle pas. Et ensuite, compter dans les deux sens de 1 à 100. Et donc, une récitation. Et je fais réciter à mon fils et je m'aperçois très très vite qu'en fait, il ne comprend pas du tout. C'est normal, il avait 6 ans. Il ne comprend pas comment on passe de 59 écrit 5-9 à 60 écrit 6-0. Et moi, j'ai ressorti, parce que je connaissais un peu le problème, j'avais chez moi le matériel d'instit à l'ancienne, que mes instits à moi avaient, c'est-à-dire les petits cubes, les barrettes de dizaines, les plaques de centaines. Et donc, je lui ai fait, regarde, tu dessines la colonne des unités, la colonne des dizaines. Quand tu as 10 petits cubes, ben, ça fait une barrette, etc. Mais les parents qui ne savent pas tout ça, comment font-ils ? Donc, en fait, vous avez des générations d'enfants qui sont totalement perdus. Deuxième problème, l'hypertrophie du rôle de l'école en France, et parce que l'école est un pilier de la République, mais l'hypertrophie du rôle de l'école a en fait dévalorisé les savoirs non scolaires. C'est-à-dire qu'on a considéré que tout ce qui n'était pas enseigné à l'école n'avait aucune valeur. Ce qui est une stupidité. L'école doit se concentrer sur les savoirs scolaires, elle ne peut pas tout faire, elle transmet les savoirs universels, mais il y a d'autres choses qu'on apprend en dehors de l'école. Et c'est même un vrai problème aujourd'hui dont peu de gens visiblement prennent conscience, c'est qu'en fait, pendant tout le XXe siècle, quand un instituteur voyait arriver des cohortes de petits gamins comme ça, on était encore dans des périodes où la France était beaucoup plus rurale qu'aujourd'hui. C'était des enfants qui arrivaient à l'école. En fait, ils avaient déjà des bases de savoir dont ils n'avaient même pas conscience. C'est-à-dire qu'un môme qui a joué dehors, qui a vu pousser des plantes, qui a fabriqué un petit moulin à eau il a déjà conscience de la notion des forces, des équilibres, etc. Et le professeur, en fait, peut s'appuyer là-dessus. Il a un rapport à l'effort aussi. Voilà. Il a construit des choses, Exactement. Le réel lui a résisté. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, les instituteurs voient arriver des cohortes d'enfants qui ont grandi dans un univers beaucoup plus virtuels, qui parfois ont été confrontés à des écrans. Et donc, il est beaucoup plus difficile de s'appuyer sur des bases concrètes pour construire des savoirs. Donc, tous ces problèmes-là devraient être en fait pensés et ne le sont pas. J'ajoute une chose, moi, ça fait des années que je plaide pour des cours de bricolage et de couture à l'école. Alors, pas bricolage pour les garçons et couture pour les filles, pour tout le monde. Justement parce que c'est une application concrète des savoirs. Ça mobilise énormément de connaissances. Et parce que je pense qu'un enfant qui sait confronter en effet à la matière, qui sait cogner contre le réel, eh bien, il apprend le sens de l'effort, la fierté d'avoir produit par ses propres moyens. Et derrière, il est beaucoup moins dépendant des industries qui lui donnent tout prêt, tout ce qu'il veut. On peut même ajouter d'ailleurs que quand on regarde l'école japonaise dans laquelle en fait il n'y a pas de cantine scolaire, ce sont les enfants qui organisent le repas, qui organisent la classe à l'heure du déjeuner, qui nettoient derrière, qui préparent le repas. Là aussi, c'est un apprentissage extrêmement intéressant. Ouais, c'est ce qu'on fait dans nos établissements Excellence Ruralité. Chacun arrive avec son panier repas. Et par ailleurs, il y a un potager dans lequel les élèves cultivent un certain nombre de fruits et de légumes. Et l'enjeu pour nous, c'est aussi de leur donner un rapport à l'écologie qui soit concret, incarné, que ce soit pas on va tous mourir sur un problème très très large, mais comment concrètement je peux arriver à avoir un impact sur mon environnement et sur du coup ma consommation également. Pour revenir à votre parcours, donc vous avez quitté l'éducation nationale, vous êtes orienté vers le journalisme. Tout en enseignant, tout en continuant à enseigner, parce que j'aimais ça. D'accord. Donc j'ai enseigné pendant 9 ans. Et puis même au sein du journalisme, vous vous êtes orienté d'abord, je crois, chez Marianne, et puis ensuite dans le Figaro, vers les pages éducation. Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre cet engagement pour l'école, au service de l'école dans le journalisme ? Est-ce que vous aviez conscience d'être dans une démarche peut-être de lanceur d'alerte à ce moment-là ? Oui, alors d'abord, quand j'ai démissionné de l'éducation nationale, ce n'était pas parce que je n'aimais pas enseigner. C'est pour ça que j'ai continué derrière. J'adorais être devant des élèves, mais je considérais qu'on ne me laissait pas faire mon travail comme il fallait le faire. Donc à ce moment-là,
je me suis dit, enfin, j'avais un petit peu inconsciemment l'idée que il faudrait être ministre de l'Éducation nationale pour pouvoir Avoir un changer les impact. choses. Ouais. Et donc, j'ai d'abord regardé les programmes des partis politiques sur l'école. J'ai vu celui de Jean-Pierre Chevènement, on était en 2000-2001, et je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est ma maison. Et donc, j'ai pris ma carte. Et j'ai d'abord été candidate aux législatives pour Chevènement en 2002, etc., sur les questions. Enfin, parce que ces questions-là et sa vision de la République me convenaient. Et derrière, comme il fallait bien vivre, en effet, j'ai donné des cours à la fac Léonard de Vinci et je suis devenue journaliste. Et il se trouve que, comme j'avais été enseignante à Marianne, on m'a dit, bah, écoutez, occupez-vous de l'éducation. Et en effet, je considérais que c'était une manière d'apporter ma pierre à l'édifice et d'essayer de faire valoir ce que j'avais vu, ce que je pensais. Il ne s'agissait pas du tout comment dire, d'utiliser ce que j'avais vécu pour en faire une espèce de promotion personnelle, c'est pas ça. Le premier article que j'ai fait pour Marianne, on m'avait dit, bah, écoutez, vous êtes pigiste, proposez-nous des sujets. Et donc, j'ai dit, bah, écoutez, je vais vous faire 10 mesures pour sauver l'école républicaine. Donc voilà, mon premier article, ça faisait 12 pages. Et j'ai passé un mois à aller rencontrer tout le monde. Il faut comprendre qu'à l'époque, donc on est en 2002, automne 2002, c'était un moment où Internet permettait enfin à des professeurs qui se sentaient parfaitement isolés dans leur classe de comprendre qu'ils étaient plusieurs à s'inquiéter. Il y avait cette association qui s'était montée, Sauver les lettres, qui était la première à avoir fait passer les dictées du brevet d'il y a 15 ans pour comparer le niveau. Et donc, j'ai écrit tout cela dans cet article. J'ai raconté les problèmes de discipline, l'inflation administrative, la destruction de la pédagogie, etc. Et je me souviens, j'ai reçu énormément de courriers. Alors, quelques personnes visiblement militantes qui me disaient c'est scandaleux, ce que vous racontez est faux, on voit que vous n'avez jamais mis les pieds dans une classe. Mais l'immense majorité, c'était des professeurs qui me disaient merci d'enfin dire ce qui se passe réellement. Merci de sortir du déni, parce qu'on était dans la grande époque de, vous savez, le niveau monte. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai à ce moment-là des collègues, enfin des confrères journalistes, donc journalistes spécialistes d'éducation dans d'autres médias, qui m'ont dit non mais c'est très problématique ce que tu écris parce que tu n'utilises pas des sources fiables, des sources officielles. La direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale dit que le niveau monte, donc ton association Sauver les lettres, etc., ça n'est pas objectif, ça n'est pas scientifique. Voilà, on en était là. C'est une époque où on ne pouvait pas dire réellement ce qui se passait. Donc en effet, il a fallu se battre, se faire traiter de réac, se faire expliquer qu'on n'était pas, voilà, qu'on ne savait pas bosser, qu'on était incompétent, etc. Tout ça, le déni absolu. Les choses ont bougé parce que justement, à un moment, le réel se manifeste. Le réel, c'est quand on se cogne, hein, comme disait Lacan. Donc vous avez, suite à ça, commencé à écrire un certain nombre d'ouvrages. Vous avez publié de nombreux essais depuis 2005, je crois. Le premier essai sur nos enfants sacrifiés. Nos enfants gâchés. C'était une réflexion sur la rupture de transmission culturelle. C'est-à-dire l'idée que, en gros, entre les années 1960 et aujourd'hui, on avait cessé de transmettre les références, les mythes, les récits qui permettent de s'inscrire dans une civilisation. Et que tout cela avait des conséquences extrêmement frappantes sur le rapport entre les générations et sur la société en général. Oui, parce que dans ce livre, vous expliquiez en gros comment la génération des élèves des années 2000 avait été sacrifiée un peu sur l'autel de l'abaissement des exigences scolaires. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé depuis ? Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Oui, ça s'est empiré. Oui, okay. Oui. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a plusieurs générations sacrifiées. Je pense qu'on atteint un moment où les générations qui sont le produit de cette évolution arrivent à l'âge adulte et ça commence à se voir. Bon, accessoirement, quand on regarde les enquêtes PISA de comparaison internationale des systèmes scolaires, on s'aperçoit que le premier élève français en mathématiques est en dessous du plus mauvais élève japonais. Donc pour un pays, la France,
France qui a formé les meilleurs mathématiciens, qui a encore aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons, quand vous regardez dans la Silicon Valley, les principaux directeurs de recherche des laboratoires d'IA, ce sont des Français. Donc nous avions une excellence. Nous sommes en train, là, d'arriver au bout. Nous vivons sur nos restes. Donc bien sûr que la situation a empiré, on n'a rien réglé. Pourquoi ? Parce qu'on ment aux jeunes, tout simplement. Vous considérez aussi qu'il y a une certaine idéologie bourdieusienne de la lutte des classes qui s'est imposée au détriment de la pédagogie au sein de l'institution scolaire et qui, au lieu, comme elle se proposait, de gommer les inégalités, les a plutôt renforcées, accentuées. Je partage cette analyse. Comment, et de fait, on arrive aujourd'hui à ce que vous décrivez, c'est-à-dire que on a l'école qui est la plus inégalitaire de l'OCDE. C'est en France que les origines sociales prédisent avec le plus de certitude la réussite scolaire d'un enfant. Ce qui est quand même monstrueux. C'est-à-dire que ça devrait nous empêcher de dormir. C'est la négation de l'idéal républicain. Précisément. Absolument. Qui est fondé sur cette méritocratie, c'est-à-dire l'idée que, quelle que soit votre naissance, si vous travaillez, si vous faites preuve de volonté, d'intelligence, eh bien, vous serez récompensé et vous allez réussir. Là, on lamine tout le monde. Mais c'était effroyable. Du coup, si on devait... quelles seraient, selon vous, les réformes qui permettraient de rendre à l'école sa capacité à tenir sa promesse aux plus modestes ? Alors, il y a deux choses. D'abord, je pourrais vous décrire ce que serait pour moi le système scolaire idéal. Je vois très bien ce qu'on ferait. Le problème, c'est que nous ne sommes pas dans un monde idéal, que nous partons de l'état des lieux actuel, avec les professeurs tels qu'ils sont, avec toute une structure telle qu'elle est. Vous voyez, par exemple, l'idée qu'il faudrait que les professeurs de collège, de lycée passent plus de temps dans les collèges et lycées, ça fait 20 ans qu'on en entend parler, sauf que l'architecture des collèges et lycées fait que les professeurs n'ont même pas de bureau à eux. Donc, je ne vois pas bien comment ils peuvent passer du temps. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a la question de l'idéal et il y a la question de ce qu'on fait avec l'existant. Ce sont deux choses différentes et le but, c'est de les faire se rejoindre au fur et à mesure. Donc il y a bien entendu une question de méthode d'apprentissage, on en parlait tout à l'heure, et c'est une question qu'il ne faut pas négliger. Et là, ça se joue vraiment sur les petites classes, dès les petites classes, avec une attention spécifique à la discipline dans les classes. Nous sommes, les enquêtes PISA le montrent, le pays aussi où la discipline est la plus défaillante. Le climat scolaire. Bien sûr. Et vous ne pouvez pas enseigner dans un climat scolaire qui ne fonctionne pas. Et derrière, ça induit une fuite des familles vers le privé. Donc tous ceux qui peuvent, en fait, mettre leurs enfants ailleurs. Et les classes moyennes dans les quartiers défavorisés quittent l'école publique. Bien sûr. Donc il faut agir sur tout ça. L'engouement pour le privé, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Bien sûr, c'est un voyant d'alerte. Voilà. Alors, que faire ? D'abord, on ne peut pas réussir à réformer l'école si on ne paye pas correctement les professeurs. Une société qui croit en la transmission du savoir doit payer correctement les gens qui transmettent le savoir. Or, c'est toujours quelque chose sur lequel nous sommes en retard, même s'il y a eu un léger rattrapage. Je veux dire, quand on compare avec des pays comme l'Allemagne ou comme la Corée du Sud ou ce genre de choses, on voit que nos professeurs sont nettement moins payés. 2 fois moins qu'un prof. C'est ça, il y a une paupérisation absolument terrifiante. Deuxième point, question de formation. Il y a eu une erreur magistrale, faite d'ailleurs sous Claude Allègre, qui était ce qu'on a appelé la masterisation, qui était une demande des syndicats de profs à l'époque. Ça voulait dire quoi ? Eh bien, il fallait unifier le métier, c'est-à-dire instituteur et professeur du secondaire, c'était la même chose. Donc d'ailleurs, c'est à partir de là qu'on a créé les professeurs des écoles plutôt qu'instituteurs. Et tout le monde était à Bac+5. Avec donc 3 ans de licence, quelle qu'elle soit, et derrière des instituts de formation des maîtres qui permettaient ensuite donc de passer le concours et d'être enseignant. À ceci près que donc, les instituts de formation des maîtres, qui ont changé 25 fois de nom, mais qui restent les mêmes, en fait... étaient entièrement tenus par des gens qui croyaient en ces pédagogies constructivistes modernes. Et qui n'enseignaient plus depuis 10 ans. Voilà. Et je pourrais vous citer des choses que j'ai vécues qui étaient lunaires. Et avant cela, les 3 ans de licence, pour un instituteur, la plupart font 3 années de licence de lettres, d'histoire, mais pas de sciences. Donc on a des professeurs des écoles en fait qui n'ont pas d'appétence pour les sciences et qui ont une formation insuffisante. Donc
on est en train de revenir un petit peu là-dessus, mais je pense qu'il faut aller carrément, c'est-à-dire faire des écoles normales d'instituteurs. C'est-à-dire on forme véritablement au sortir du bac pendant 3 ans en refaisant des mathématiques, des sciences. C'est-à-dire c'est dans les disciplines qu'il faut renforcer les professeurs des écoles, pas seulement dans la pédagogie. Vous voyez, il y a une question de contenu des savoirs. Et on peut même mettre en place un système dans lequel on paye les études pour des jeunes gens qui devront ensuite un certain nombre d'années à l'État. Ça existait dans les années 60, ça s'appelait les IPES, et ça permet une véritable progression sociale pour des jeunes qui n'ont pas forcément de quoi se payer de longues études. Okay. Voilà. Donc, agir sur la formation des enseignants, sur leur rémunération, peut permettre de lutter contre ce qui est tragique aujourd'hui, qui est la crise des vocations. Derrière cette crise des vocations, elle n'est pas seulement du fait qu'il y a une paupérisation, elle est due aussi au fait que quand vous avez un bac+5, vous avez moyennement envie d'aller dans un établissement difficile, vous faire insulter. C'est quand même un petit peu compliqué. C'est devenu d'une violence, là aussi, dans un déni total. J'ai vu pendant 20 ans des sociologues très savants qui expliquaient chiffres à la pluie qu'il n'y avait aucune augmentation de la violence dans les établissements scolaires. Franchement, ce qui se passe dans les classes, la façon dont certains élèves, certains parents agressent les professeurs n'aurait jamais été accepté il y a 50 ans. C'est juste que notre seuil de tolérance, en fait, a bougé. Donc, je pense que tant qu'on n'aura pas un discours de la puissance publique, c'est-à-dire du ministre de l'Éducation nationale, pour dire les professeurs sont des fonctionnaires de la République, ils sont les représentants de la nation, et donc les parents n'ont pas à contester les choix des professeurs. Donc les parents sont parfaitement respectés, mais il n'y a pas de rendez-vous pour contester les décisions, d'entrer dans un établissement scolaire avec un avocat, tout ce genre de choses qu'on voit aujourd'hui. Donc les professeurs doivent être soutenus. Je rappelle que Samuel Paty, d'abord, il faut rappeler en permanence, pour que ça ne s'efface pas. Un professeur en France a été décapité pour avoir fait son travail de professeur. Il faut le dire, il faut le redire. Eh bien, quand on regarde ce qui s'est réellement passé, Samuel Paty n'a pas été soutenu par l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu cette mise en branle de tout ce système pas de vague, vous voyez, où on a reçu le père accompagné d'un type dont personne n'a vérifié qu'il était fiché S et que c'était un islamiste patenté, et qui s'est présenté comme un imam, et on les reçoit dans l'établissement scolaire et on essaye de faire une médiation. Mais il n'y a aucune médiation. Des familles n'ont pas à contester le choix d'un professeur, c'est hors de question. Donc vous voyez, tant qu'on ne dira pas ça, les professeurs se sentiront illégitimes. Il faut les relégitimer dans leur rôle de transmission des savoirs. Parce que là aussi, ça fait 20 ans que j'entends l'autorité des maîtres, etc. Mais l'autorité ne se décrète pas. L'autorité naît du sentiment de légitimité. Donc, il faut réexpliquer à tous ces professeurs qu'ils sont légitimes à transmettre, à imposer, et que c'est à un moment donné, il faut, il faut effacer ce mythe de la démocratie dans les classes. Une classe, ce n'est pas un lieu de démocratie, c'est pas un lieu d'exercice des libertés, c'est un lieu d'apprentissage de la liberté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Voilà. Donc le professeur sait, et donc il a autorité et légitimité à imposer sa parole. Et l'espèce de façon qu'on a eue pendant ces années 90-2000 de mettre partout des débats citoyens donnait l'impression que finalement la parole du professeur était une opinion comme les autres. C'est tout cela qu'il faut modifier. Mais je partage votre avis sur le fait que la parole du professeur et de l'élève ne se valent pas. Enfin, il y a évidemment un qui sait et un qui ne sait pas. Est-ce que pour autant, dans la société actuelle, on peut baser l'autorité du professeur sur le savoir uniquement quand on voit que une médaille Fields dans la hiérarchie, si vous voulez, des sociales et arrive quand même très très loin après Bouba et Mbappé. Est-ce que c'est suffisant pour légitimer le professeur vis-à-vis de l'élève ? Mais c'est justement un choix global.
C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la société qui doit réagir. Bien entendu que nous avons des médias qui passent leur temps à mettre en avant n'importe quel influenceur idiot, plutôt que de mettre en avant ceux qui savent, ceux qui réussissent. Donc nous sommes tous co-responsables de la situation, bien entendu, et ça ne va pas s'inverser par magie. En revanche, la base, c'est déjà que l'éducation nationale en elle-même réinstitue le professeur, vous voyez. Ouais. Mais derrière, c'est l'ensemble de la société qui doit réagir. Alors, ça ne se fera pas tout seul, ça nécessite une organisation, ça nécessite de remotiver des professeurs, ça nécessite donc, sans doute pour les collèges et lycées, de travailler sur peut-être une manière d'aller vers la capacité à constituer des équipes. Donc, je ne sais pas, il faut s'interroger sur la façon dont on peut faire en sorte que, dans certaines conditions, les chefs d'établissement choisissent leurs équipes pour avoir des gens plus motivés, pour pouvoir tenter des choses. Justement, cette question de l'autonomie des établissements et la capacité de choix des chefs d'établissement. Je vais vous dire, j'ai évolué là-dessus. J'ai évolué. Il y a 20 ans, j'étais extrêmement réticente à ce genre de choses parce que je considérais qu'il fallait garantir absolument partout le même enseignement et c'est la grandeur de la République de faire ça. Je continue à croire ça, mais je pense que nous avons atteint un tel niveau de blocage et un tel niveau de, j'allais dire presque de démotivation, c'est de la maltraitance vis-à-vis des professeurs, eh bien qu'il faut trouver le moyen de leur redonner la capacité par eux-mêmes à décider de la manière dont ils doivent exercer leur métier. Voyez. Donc, cette remotivation, elle passe par plus d'autonomie individuelle des professeurs. Ça va avec une formation exigeante, vous voyez, c'est les deux en même temps. Parce que pendant des années, j'ai entendu, pendant des années, cette idée de l'autonomie des établissements servait à tous les tenants des pédagogies modernes pour essayer d'imposer leur vue et à mon avis, pour des résultats qui allaient être absolument catastrophiques. Oui. Pour moi, l'autonomie des établissements, c'est d'abord aussi la capacité du chef d'établissement à choisir ses profs et à piloter pédagogiquement l'établissement. Parce que le système éducatif est très difficilement pilotable depuis la rue de Grenelle. Et pour faire écho à ce que vous disiez sur la question du pas de vague, je me souviens avoir parlé avec un chef d'établissement du voisin d'un de nos établissements, un chef d'établissement public, qui me disait... Moi, je veux bien le pas de vague, je veux bien défendre mes profs vis-à-vis des parents. Mais le problème, c'est que je n'ai aucune autorité sur eux. On a organisé mon impuissance. Donc, on n'a même pas le même réseau Wi-Fi. Et donc, je veux bien, si j'ai la possibilité ensuite de dire aux profs de le défendre, mais ensuite de lui dire, bon, là-dessus, peut-être qu'il faudrait faire un peu différemment. Très bien. Mais en fait, l'absence de responsabilité déresponsabilise aussi en aval. C'est pour ça que je parlais de davantage d'autonomie des professeurs eux-mêmes, c'est-à-dire l'autonomie implique la responsabilité. Ça permettrait justement une meilleure relation, je suis d'accord avec vous, la séparation complète est totalement absurde et donne là aussi une défiance réciproque qui est profondément malsaine. Donc oui, je pense qu'il faut aller vers davantage d'établissements pilotes dans lesquels on tente différentes formes de pédagogie, du moment que ce sont justement des pédagogies qui ne sont pas le délire qu'on a vu pendant des années et avec ce déni du réel que je qui sont objectivés par des résultats. Surtout, voilà, c'est ça. Et justement, vous disiez à ce sujet il y a quelques années, dans une interview au Figaro, que aujourd'hui, le projet républicain était porté par des initiatives indépendantes. Et vous citiez l'exemple d'Espérance banlieue. Pour ma part, donc Excellence Ruralité intervient dans des territoires différents, mais a des modalités d'action qui sont assez proches d'Espérance banlieue. Alors, de notre point de vue, il ne s'agit pas de créer 200 écoles, mais de créer quelques écoles pour être des poumons pédagogiques et vraiment être des pilotes qui vont ensuite inspirer le système éducatif tout entier. Quel regard vous portez sur cette ambition ? Est-ce que vous la jugez utopique ? Comment est-ce que vous voyez Non, je suis convaincue qu'il faut multiplier ces établissements pilotes qui tentent des choses. Ce que j'aimais dans le projet Espérance banlieue, au-delà des défauts qu'il pouvait avoir, et il y en a, mais c'était cette idée d'un projet qui était fondé sur les valeurs républicaines et sur leur transmission, sur une pédagogie efficace qui soit à destination d'enfants de milieux défavorisés, pour leur apprendre l'histoire de leur pays
la France, pour leur apprendre la capacité à se projeter dans un destin, dans des récits, pour leur apprendre la rigueur, pour leur apprendre la logique. Voilà. Et je pense que ça, on doit pouvoir le faire de façon extrêmement marquée, avec des équipes qui, dans un même établissement, porteraient toutes ensemble ce projet-là. Et je pense que c'est la cohésion de l'équipe pédagogique permet ce genre de choses. J'ajoute que les programmes de l'éducation nationale, dont j'estime qu'ils sont défaillants sur certains points, sont partagés par les écoles sous contrat et les écoles publiques. Et que donc en France aujourd'hui, par exemple, si vous voulez enseigner une grammaire, j'allais dire à l'ancienne, telle que moi j'ai pu l'apprendre. Je fais partie des dernières générations qui ont appris cette grammaire telle qu'elle était extrêmement structurante, avec de l'analyse logique, etc. En fait, ça n'existe pas dans le public ou le privé sous contrat d'association. C'est-à-dire qu'on est allé beaucoup plus vers ce qu'on appelle l'observation réfléchie de la langue, c'est-à-dire quelque chose qui ne structure pas suffisamment la pensée. Donc je pense que pouvoir expérimenter des choses là-dessus, et puis avoir des programmes qui soient des programmes qui réintroduisent de la rigueur, qui réintroduisent davantage de répétition et d'apprentissage par cœur, parce qu'on sait très bien que c'est la répétition qui fonctionne le mieux, me semblerait tout à fait sain. Donc oui, des expérimentations comme celle-là sont intéressantes pour ça. C'est intéressant ce que vous disiez sur l'accès à ces méthodes innovantes, qui sont en fait pour certaines des méthodes qui existaient déjà avant, mais il y a un vrai sujet sur l'accès en fait des plus modestes à ces méthodes, parce que généralement quand vous créez une école, vous êtes forcément donc hors contrat pendant au moins 5 ans, et donc vous devez financer ces écoles sur fonds privés, donc les faire financer par des mécènes ou par les parents d'élèves. Si vous les faites financer par des parents d'élèves, ça veut dire qu'il faut que ce soit des parents qui sont capables de payer 300 € par élève et par mois. C'est-à-dire qu'en fait, tous les meilleurs outils pédagogiques et les innovations scolaires qui devraient bénéficier à ceux qui en ont le plus besoin, elles bénéficient plutôt à des enfants de milieux favorisés. Et donc, il y a aussi une rupture d'égalité dans l'accès à ces pédagogies innovantes ou à ces projets différents, quoi. Oui, et pourtant, je peux vous dire, et je l'ai expérimenté, que ces établissements-là permettent d'aider des enfants. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire la même chose partout, surtout pas, justement parce qu'il y a des besoins différents. Et ça permet d'aider des enfants qui, par moment, peuvent ne pas s'adapter à l'enseignement, à des classes de 25 ou 30, et qui ont besoin qu'on les rattrape, qu'on les remette en confiance. Et honnêtement, ça fonctionne. Ouais, écoutez, pour vous donner juste une stat, dans l'école pilote Aix-en-Provence, il y a 60% d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Ils arrivent en début de primaire avec un niveau qui est au niveau des REP+, et ils sortent en fin de CM2 avec un niveau au niveau de la moyenne nationale. Donc en effet, ça marche, mais c'est vrai que aussi cette question de la transparence sur les résultats, je pense que c'est aussi quelque chose qui pourrait être, à mon avis, un levier intéressant pour l'ensemble des établissements, pour qu'on puisse avoir un diagnostic commun. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai jamais compris l'opposition farouche de certains enseignants à des évaluations nationales. Elle me semble nécessaire. Alors après, toute la question est de savoir comment on les fait, etc. Mais cette idée que des évaluations nationales stresseraient les élèves, c'est absurde. Enfin, je veux dire, les élèves sont stressés quand ils ont un contrôle, quand ils ont une évaluation. Ce n'est pas tragique. Je veux dire, c'est l'apprentissage de la vie. Exactement. Deuxième chose, ça provoquerait du bachotage. Mais l'apprentissage permet justement de se fixer des objectifs. Alors, si les méthodes et si les programmes sont bien faits, ce n'est pas du bachotage, c'est un apprentissage précis et qui permet ensuite d'emmagasiner les connaissances. Arrêtons avec ces fausses idées. Puis il y a du bachotage si on a annoncé la date d'évaluation, mais si on fait une évaluation sans en prévenir les élèves, il n'y a pas de bachotage. Donc, évidemment. On parlait tout à l'heure des inégalités de niveau notamment, et ce qu'on constate donc chez Aix-en-Provence, c'est qu'il y a un peu un impensé ou un trou dans la raquette au niveau des bourgs et des petites villes qui sont les territoires dans lesquels, les types de communes dans lesquelles vous avez les plus fortes difficultés scolaires, que ce soit à l'entrée en 6e, aux évaluations nationales en maths et en français, ou aux résultats au brevet. Il y a un décrochage qui est très net dans les travaux de l'ADEP, dans un rapport d'Azema et Mathieu en 2019 qui montre bien ça. Et pourtant, ces territoires les jeunes de ces territoires ont 3 fois moins de chances de bénéficier des moyens de l'éducation prioritaire. Quel regard vous portez sur cette priorité qui a été accordée depuis plusieurs dizaines d'années
aux grandes agglomérations en matière d'affectation des moyens et de politique éducative? Oui, il y a plusieurs problèmes en fait. Il y a le fait que même les politiques d'éducation prioritaire ont été inefficaces dans la mesure où elles se sont étendues à trop d'établissements, ne ciblaient pas réellement les bons établissements et devenaient du saupoudrage. On a à côté de ça mené des politiques dans les années 1980-1990 de baisse à la marge du nombre d'élèves par classe, ce qui en fait coûte un argent absolument démesuré pour des résultats qui sont infimes et qui donc ont fait en sorte que les moyens n'étaient pas là pour compenser et pour aller taper là où il y avait de véritables besoins. On ajoute que nous avons une question de géographie française qui est très importante. C'est-à-dire que l'idée que il faudrait regrouper des établissements, qu'il faudrait, vous voyez, quand on compare avec des pays comme l'Allemagne, nous avons plus de petits établissements, oui, ça coûte cher, bien sûr, mais nous avons une géographie qui est différente. Nous avons un peuplement qui implique qu'il y ait des petits établissements ruraux pour permettre une vie dans des campagnes. Et je crois que ce serait tragique d'avoir une vision purement comptable. Et c'est ce qu'on a eu pendant très très longtemps. Je crois qu'il faut irriguer des territoires, et ce, d'autant plus qu'il y a en France des pans entiers du territoire national qui sont vidés de leur substance du fait de la désindustrialisation, du fait de la perte même de tissu économique, et que derrière, la mécanique, c'est la baisse démographique, parce que les jeunes qui ne trouvent pas de travail s'en vont, donc il y a moins de familles, donc on ferme des classes. Donc des médecins ne viennent pas parce qu'ils ne trouveront pas de classe pour leurs enfants, etc. Et c'est un cercle vicieux. Donc il faut inverser ce cercle vicieux. Ça nécessite donc de maintenir ces classes et d'y prêter attention. Ouais. Donc je pense que la politique qui doit être menée est une politique qui évalue les besoins partout où ils sont et qui considère que, en gros, ce n'est pas en menant partout les mêmes politiques, en ayant une vision uniforme du territoire, qu'on va s'en sortir. Oui. D'où l'intérêt de davantage d'autonomie, de davantage de prise en compte des besoins spécifiques. Il y a dans les classes rurales beaucoup de classes à multiples niveaux. C'est une nécessité, on ne peut pas faire autrement. C'est pas du tout forcément négatif pour les enfants, bien au contraire. Simplement, c'est plus difficile à mener pour un professeur. Oui. Voilà. Donc, ça nécessite une formation spécifique. Mais je pense qu'un travail ciblé de l'éducation nationale doit pouvoir aider. Derrière, la question est celle de la prise en compte de tout l'environnement non scolaire. C'est-à-dire que la difficulté, c'est aussi que quand vous habitez dans un territoire rural, vous êtes plus éloigné de tout, vous êtes plus isolé, vous n'avez pas accès au même milieu culturel que dans des agglomérations. Et ça, c'est une perte de chance. On ne va pas le compenser par magie, là non plus. On ne va pas créer des théâtres partout. Enfin, c'est pas vrai, c'est absurde de dire ça. En revanche, prêtez plus d'attention au fait que des enfants qui n'ont pas ce tissu culturel urbain vont avoir tendance peut-être davantage à aller sur les écrans, à compenser par ce genre de choses. Ça me semble absolument nécessaire. Donc, créer des classes hors les murs, essayer de travailler sur la prévention sur les écrans avec les parents, etc., sont aussi des pistes qu'il faut explorer. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en effet, on ne pourra pas mettre la même vie culturelle des métropoles dans les zones rurales, dans chaque territoire rural. Mais en revanche, on peut éviter d'alourdir le poids des distances, notamment en ayant une logique finalement de maillage scolaire qui n'est pas comme aujourd'hui une logique de... On va essayer de se mettre à égalité sur le nombre d'élèves par classe, c'est-à-dire en gros une politique de la calculatrice, quoi. Mais de se dire, on part de la réalité des enfants du terrain et quel est le temps de trajet domicile-école maximum qu'on veut accepter dans un grand pays comme la France pour que nos élèves, nos enfants puissent accéder partout dans les mêmes conditions au premier des services publics qu'est l'école. Bien entendu. Mais je crois que là aussi, la revalorisation auprès des enfants de tout l'univers de la ruralité me semble aussi un élément extrêmement important. Je suis frappée de voir des enfants qui vivent dans des zones rurales et qui vivent
comme si ils étaient dans un milieu urbain, c'est-à-dire Tout à fait. qu'ils n'ont aucune notion de la nature qui est à côté de chez eux, ils ne se promènent jamais dans les bois, ils sont à temps plein sur des consoles de jeux dans un pavillon. Nous c'est ne très tirons pas le bénéfice de cette proximité, de ce que peut apporter la ruralité. Et ça, je pense qu'il faudrait essayer justement de réfléchir à la façon dont on peut, par le périscolaire, travailler là-dessus. C'est intéressant justement sur ce rapport au territoire. Vous avez lancé depuis quelques mois un nouveau média qui s'appelle l'Audace et qui donc est tiré pensé à partir de la phrase de Danton, célèbre phrase de Danton, pour vaincre les ennemis de la liberté, il nous faudra de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace et la France est sauvée. Pourquoi ce titre ? Et est-ce que vous avez un attachement particulier à la figure de Danton ? Alors non. Très honnêtement, Danton n'est pas un personnage particulièrement sympathique, même si tant qu'il choisit. Il y a une faconde. Voilà, quitte à choisir, je préfère Danton plutôt que Robespierre, même si Danton était évidemment sans doute très corrompu. Mais j'adore cette phrase très certainement apocryphe, la confrontation entre Robespierre et Robespierre dit à Danton alors Danton tu conspires, et Danton lui répond non Robespierre je jouis, quand on jouit on ne conspire pas. Bon, tout ça me fait beaucoup rire, mais ce n'est pas le problème. J'ai choisi ce mot pour deux raisons. D'abord, cette phrase de Danton, elle arrive le 2 septembre 1792, 18 jours avant Valmy. C'est-à-dire que cet élan, cette idée qu'il nous faut de l'audace et la France est sauvée, on oublie toujours la fin de la phrase, me plaît parce que derrière, elle enclenche un mouvement et que c'est la première conscription, c'est-à-dire les citoyens, même si là aussi ça relève beaucoup du mythe républicain, mais justement les mythes sont utiles et nous racontent quelque chose. Les symboles sont une réalité. Nous avons besoin de cette épopée, nous avons besoin de ces récits, et ce récit, c'est celui des citoyens qui prennent les armes pour défendre leur révolution, pour défendre le peuple souverain, c'est-à-dire la possibilité de décider librement de leur destin. C'est ça, ce symbole. Et accessoirement, l'audace, eh bien, j'estime que c'est un mot qui raconte ce dont nous avons besoin. Moi, je n'ai pas envie de me résigner, je n'ai pas envie de voir le pays s'effondrer. Or, je pense que nous sommes dans une situation compliquée, difficile. Je pense que la brutalité du monde autour, que beaucoup n'ont pas voulu voir pendant des années, est en train de nous menacer et que nous devons absolument commencer à mettre en œuvre les éléments qui nous permettront de nous redresser. Et je crois qu'il y a des solutions, je crois qu'il y a des choses à faire, que c'est une question de volonté politique, et que pour l'instant, ça n'est pas mis en œuvre, mais que justement, avec de l'audace, la France est sauvée. Précisément, alors justement, Danton avait déclaré à la Convention, on parlait tout à l'heure de la relation aux parents, je trouve ça une phrase intéressante, il disait à la Convention le 12 décembre 1993, « Il est temps de rétablir ce grand principe qu'on semble méconnaître, que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. » Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase et du rôle des parents dans l'école aujourd'hui ? Je sais que cette phrase peut paraître à des oreilles contemporaines comme le prémisse du totalitarisme. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose d'extrêmement brutal. Il faut penser que les révolutionnaires de l'époque étaient nourris de culture grecque et latine et que finalement, cette idée que les enfants peuvent être éduqués par la collectivité et qu'il faut se méfier de l'éducation par les familles est quelque chose d'aussi ancien que la démocratie et la République. Mais ce que ça nous raconte, c'est le fait que, bien sûr qu'il ne s'agit pas d'effacer la famille, mais il s'agit de dire que la République, c'est un projet profondément libéral, c'est-à-dire de liberté. Alors attention, libéral pas au sens actuel, mais qui développe la liberté des citoyens. C'est pour ça que la République ne reconnaît aucune autre communauté que la communauté nationale. C'est-à-dire que nous sommes des individus libres, autonomes et responsables. Et personne ne doit être assigné à sa naissance. Personne ne doit être enfermé dans un déterminisme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille qui a tel milieu social, telle conviction, telle croyance, que vous êtes condamné à rester dans cette croyance, ce milieu. Vous devez pouvoir souverainement décider de votre destin. Et la République va vous donner les armes pour ça. Ça ne veut pas dire que vous allez renier votre famille. Non. Mais en revanche, vous aurez le choix.
Et la République, c'est le choix, c'est tout. Donc, l'éducation, le rôle de l'école républicaine, c'est ça, c'est de donner le choix aux individus. Et ce choix, il vient quand on éveille un esprit par la culture, les connaissances, le patrimoine historique et littéraire de la nation. Et à partir de là, chaque enfant va pouvoir petit à petit décider ce qu'il veut être, pas de façon totale, pas dans l'excès. C'est-à-dire on ne s'invente pas soi-même, mais en se trouvant comme le produit d'une histoire culturelle et d'une histoire intellectuelle et littéraire, on n'est plus enfermé dans son histoire familiale. On devient un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui a des strates d'identité et qui va pouvoir jouer avec ces strates d'identité. Bien sûr. Moi, je partage tout à fait votre avis. Tout à l'heure, quand vous disiez que c'était une aberration qu'on reçoive dans l'affaire Samuel Paty, le père et un imam dont personne ne s'était occupé de savoir quel était son lien avec la famille et ça. Est-ce qu'à contrario, donc on est parti dans un excès total dans le fait que les parents puissent contester un certain nombre de choses de fond qui relèvent de la mission de l'école. Et à contrario, est-ce qu'on n'a pas aussi tenu les parents à l'écart de l'école et est-ce qu'on leur a pas trop renvoyé le sentiment que en fait on était des professionnels de l'éducation, c'était à l'école d'enseigner et que finalement les parents étaient des géniteurs d'apprenants comme on a pu le lire dans les années 90-2000. Est-ce que l'enjeu c'est pas aussi de recréer du lien? Moi je vois dans nos écoles on essaye aussi de raccrocher les parents à l'école parce que beaucoup en sont éloignés et en fait on a conçu une humiliation, si vous voulez. Et donc, tout l'enjeu, me semble-t-il, est de rendre aux parents leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants, sans pour autant leur soumettre tout à fait le projet pédagogique aux parents. Il y a un projet pédagogique qui est défini par l'école, mais c'est les parents qui l'ont librement choisi, et c'est de parce qu'ils l'ont choisi qu'on a une autorité sur leurs enfants. Alors, je dirais que les parents sont eux-mêmes des citoyens de la République et que donc ils sont partie prenante dans l'école, dans la mesure où l'école, je le disais, est une institution de la nation et que donc si elle est ce qu'elle est, c'est parce que les citoyens l'ont voulu. Donc c'est en ça qu'il y a un lien profond et qu'il faut le rappeler aux parents. C'est-à-dire qu'on a perdu toute cette structure des choses qui permet de comprendre que l'État est l'émanation de la volonté des citoyens, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la juste place, me semble-t-il, pour les parents, on la trouve quand justement on rétablit cette confiance. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de parents qui n'ont plus confiance en l'école parce qu'ils ont bien vu qu'elle fonctionnait mal. C'est-à-dire quand on voit pendant des années dans un déni complet une école qui n'apprend plus correctement à lire, qui n'apprend plus correctement à compter, mais qu'on dit aux parents si, tout va bien, les élèves ne savent pas lire, mais c'est pas grave, ils apprendront. Ça ne peut pas marcher. Ouais, et c'est là que la défiance s'est créée. Alors, après qu'il y ait des individus qui aient mal vécu leurs années d'école, qui en aient conçu une humiliation, bien sûr, mais je pense que le problème premier que nous avons n'est pas que l'école soit trop éloignée des parents. Le problème est de bien savoir que nous devons aller dans le même sens. C'est-à-dire que les parents et l'école ont chacun un rôle à jouer. La famille ne doit pas se mêler du contenu des enseignements parce que ce sont des enseignements qui sont considérés comme nécessaires à la nation. Voilà, nous constituons une nation et nous constituons des hommes libres, parfois contre les familles, il faut bien le dire. Et après, c'est à la famille de gérer et de dire, voilà, l'école t'a appris ça, nous, dans notre famille, nous avons des croyances, eh bien, tu as le choix, nous avons ces croyances-là, l'école est sur un autre registre, celui de la science et des savoirs. Voilà. Bon, il faut bien rappeler ces registres-là. Et, le rôle des parents, c'est d'adhérer à ce projet-là, d'adhérer au projet de l'école. C'est pas grave qu'ils soient incapables d'aider leurs enfants. Vous savez, les statistiques de réussite scolaire montrent une chose, c'est que ce qui est déterminant pour la réussite d'un enfant, ce n'est pas que ses parents puissent l'aider à faire ses devoirs, ce qui est déterminant, c'est la vision qu'ils ont de l'école. C'est-à-dire, est-ce qu'ils considèrent que l'école est une chance pour leur enfant et va lui permettre de réussir? Et plus les parents croient en l'école,
même si eux n'ont aucun diplôme, même si eux ne savent même pas lire, c'est pas le problème. S'ils croient en l'école, ils vont transmettre ça à leur enfant qui, du coup, s'investira. Super Donc, intéressant. c'est ça qu'il faut Ça donne retransmettre. de l'espoir aussi. Mais Parce oui, que bien sûr. ça lutte contre le déterminisme, en fait. Mais évidemment. C'est un super... on va le creuser aussi, parce que je pense que c'est un vrai motif d'espérance. Dans le deuxième numéro de l'Audace, vous consacrez un dossier très complet à la question de l'abandon des territoires, et vous avez des territoires ruraux, et vos contributeurs sont assez d'accord sur d'abord le constat des maux, et notamment la question de la désertification des services publics, et puis sur les remèdes qui pourraient s'appliquer pour revitaliser les territoires, et notamment la question de la réindustrialisation. Et pour ma part, depuis 10 ans que je m'investis et que je creuse cette question de la cohésion des territoires, j'en arrive toujours et de l'horizon de nos jeunes ruraux, j'en arrive toujours à la même conclusion, c'est que cette désindustrialisation, c'est un peu la clé de voûte ou le tonneau des Danaïdes ou le chaudron des sorcières, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais à chaque fois on en revient là parce qu'à la fois ça prive nos jeunes ruraux de perspective, ça crée aussi une position pour les territoires ruraux de mendiants de la mondialisation vis-à-vis des métropoles, alors qu'au contraire, on aurait besoin même pour la cohésion nationale, me semble-t-il, de valoriser culturellement les habitants de ces territoires et donc la réindustrialisation leur redonnerait une place de référent culturel. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là et comment, selon vous, on peut lever ces blocages ? Alors là, qu'est-ce qui fait qu'on en est là ? Ça peut prendre du temps si je vous explique l'ensemble des mécanismes, mais pour le résumer assez simplement, il y a une dimension idéologique, c'est-à-dire que les élites françaises, que ce soit les élites politiques ou les élites économiques, ont cru pendant des années que l'avenir de la France était de devenir une société de services. Vous vous souvenez sans doute, ou vous connaissez tous les discours, que ce soit le mythe de l'entreprise sans usine, ou que ce soit les poncifs des années 90-2000 sur la société de la connaissance, c'est-à-dire qu'en gros, on allait laisser les usines ailleurs dans le reste du monde, et nous, on allait faire de la valeur ajoutée. Quand on détruit l'école, la société de la connaissance, ça ne marche pas, et puis surtout, c'est véritablement prendre les autres populations du monde pour des débiles. Oui. Donc, c'était absurde. Ça servait un système économique de division mondiale du travail qui est favorable aux grandes entreprises, aux groupes mondialisés, et qui détruit les PME, qui détruit les classes populaires et les classes moyennes. Donc le résultat, on le voit aujourd'hui, ça implique un phénomène de métropolisation, c'est-à-dire que par définition, les entreprises de services vont dans les endroits qui concentrent le capital, c'est-à-dire les métropoles, alors que l'industrie, vous ne l'implantez pas au milieu des villes, vous l'implantez en fait à la campagne. Et donc, je disais tout à l'heure, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Vous regardez des villes, je ne sais pas, des villes moyennes comme Vierzon, enfin, vous voyez, je pourrais vous en citer énormément. En général, vous avez l'usine qui ferme. Derrière, vous avez les petits commerces qui meurent. Derrière, montée de l'insécurité, des errances, baisse démographique. Et derrière, les services publics qui s'en vont parce que, comme il n'y a plus personne, on vous retire le tribunal, on vous retire l'hôpital, on vous retire les écoles. Voilà, c'est ça la mécanique. Et maintenant, on vous retire les boîtes aux lettres. Donc, il faut réenclencher dans le sens inverse. Comment on fait ? Eh bien, nous avons des leviers. Une grande politique industrielle, ça doit passer par différents éléments, mais à mon avis, le premier, 8% du PIB passe par la commande publique. Ça veut dire des acheteurs, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales, qui commandent à des entreprises, des éléments, que ce soit des voitures, des vêtements, du matériel de bureau, des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de préférence pour voilà. la production locale ? C'est interdit par les textes européens, mise en concurrence, règles des marchés publics, etc. Pour autant, même dans l'état actuel du droit, en Allemagne, on a entre 60 et 80% de la commande publique qui va vers des entreprises allemandes. En France, c'est 15 à 20% qui va vers des entreprises françaises. Donc, objectivement, on est nul. Bon, mais donc on pourrait, en travaillant sur la rédaction des appels d'offres, etc., on pourrait contourner le problème. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'à un moment, il faut mettre les pieds dans le plat. Il faut dire, étant donné l'état de la France, l'industrie est passée en dessous des 10% du PIB. Donc, on ne peut plus se permettre de financer.
on modifie la Constitution, l'article 88 de la Constitution, pour dire que la commande publique doit être réservée à des entreprises françaises. Ensuite, s'il n'y a pas d'entreprise française, des entreprises européennes, et ensuite seulement le reste. Mais c'est d'autant plus urgent que... Implanté localement, surtout. Mais bien sûr, il faut des critères locaux. Mais c'est d'autant plus important qu'on voit très bien qu'il n'y aura pas de préférence européenne pour l'instant. Ça viendra peut-être un jour, je l'espère, et je pense que la France doit se battre pour. Parce que c'était le fondement de la construction européenne, ce qu'on appelait la préférence communautaire. C'est-à-dire, on libéralise à l'intérieur d'un marché fermé. On a fait exploser ça avec l'acte unique européen de 86, la libre circulation des capitaux, des marchandises. On est la zone la plus ouverte du monde. Et là, quand on a le commissaire européen Stéphane Séjourné qui commence à dire on va faire de la préférence européenne, ça aboutit à quoi? La Commission a pondu ce texte extraordinaire qui nous apprend, j'ai été obligée de réviser ma géographie, que le Mexique, le Vietnam et la Corée du Sud sont dans l'Europe, puisqu'ils vont bénéficier de la préférence européenne, puisqu'on va la faire bénéficier à tous les pays avec lesquels l'Europe a signé des traités de libre-échange, c'est-à-dire à peu près l'ensemble de la planète. Donc, c'est ridicule. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Donc, utiliser la commande publique comme levier pour réindustrialiser et pour empêcher nos paysans de disparaître, c'est la base. Bien sûr. Et derrière, une véritable politique industrielle, ça passe par de la formation, pour avoir des ingénieurs, des techniciens supérieurs. Ça passe par un travail sur l'épargne, la fiscalité, pour faire en sorte que la gigantesque épargne des Français n'aille pas systématiquement dans des produits comme les assurances-vie qui sont des trous noirs dans lesquels personne ne contrôle où va l'argent et qui va même de façon tendancielle vers des fonds américains, tout simplement parce qu'ils sont considérés comme sécurisés. Donc vous voyez que tout ça ne fonctionne pas. Derrière, il y a une définition, bien des filières qu'on va dire, qui relèvent de l'enjeu vital. En gros, il faut décider que tout ce qui est défense évidemment, mais également industrie pharmaceutique, tout ça, l'énergie bien sûr, tout ça relève de nos enjeux vitaux et que sur ces enjeux vitaux, nous ne transigeons pas. Voilà. Donc, par exemple, là, quand la Commission européenne ouvre une enquête sur les aides publiques que va recevoir EDF pour la fabrication de nos prochains EPR, c'est dément. Voilà, c'est dément. Donc, il y a une volonté politique à mettre en œuvre pour essayer de nous sauver d'un effondrement économique qui sera néfaste pour l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire que quand la France s'affaiblit, ce n'est pas bon pour l'Europe. Donc quand on croit en une construction européenne, on doit considérer que la priorité au redressement économique français va permettre on va dire, que l'Europe évolue vers davantage de puissance. Hyper intéressant. Vous publierez dans un mois un nouvel essai intitulé « La France corps et âme » chez Lattès. Si je dis pas... Chez Plomb. Plomb, pardon, excusez-moi. Non, Lattès, c'était votre premier livre, oui. Les enfants gâchés. Exactement. La génération gâchée. Chez Plomb, donc, et il est décrit, ce livre, comme une ode à la culture française et à la langue française. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, c'est en fait beaucoup plus qu'une ode à la culture française. C'est d'abord une sorte de récit de ce qu'est pour moi la France, mais ça repose sur cette idée que je crois essentielle, que la France est un pays bien plus que d'autres, à la fois charnel et spirituel. Charnel parce que l'identité de la France, ce qui nous constitue en tant que Français, c'est de la géographie transformée. C'est-à-dire que notre histoire, notre patrimoine culturel, notre art de vivre viennent de cette géographie spécifique de la France, qui a créé aussi une agriculture extrêmement puissante, des paysans dont on voit qu'aujourd'hui ils sont en train de disparaître dans l'indifférence générale. Nous avons un corps social vivant qui lui aussi souffre. On vient de parler de la désindustrialisation, de la paupérisation et l'abandon des territoires. Tout ça, c'est l'espèce de maladie dont souffre la dimension, le corps de la France. Et puis il y a l'âme. L'âme, c'est ce projet républicain dont on parle depuis tout à l'heure. C'est la promesse d'émancipation, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont pas des règles juridiques, mais qui sont des idées qui se recomposent
à partir de notre patrimoine intellectuel et littéraire. C'est-à-dire qu'on ne pense pas la liberté de la même manière s'il n'y a pas eu Voltaire. On ne pense pas l'égalité et la fraternité de la même manière depuis qu'il y a eu Victor Hugo. Voyez, et c'est tout ça qui raconte notre idée de la liberté humaine, de la dignité humaine. Or, là aussi, tout cela est en dépression totale. Pourquoi ? Parce que cette promesse républicaine, elle repose sur un élément essentiel, c'est la souveraineté du peuple. On en a parlé, la capacité des citoyens à décider librement de leur destin. Or, petit à petit, à la fois le système économique de dérégulation, de ce qu'on appelle le néolibéralisme, la construction européenne qui s'est transformée d'un projet formidable vers en fait une imposition du modèle néolibéral, tout ça a privé petit à petit les citoyens de leur capacité de décider. Les Gilets jaunes ont raconté ça. Je veux dire, des gens qui d'abord mettent en œuvre une révolte fiscale et immédiatement parlent de démocratie et revendiquent le fait qu'ils sont souverains. Eh bien, je suis convaincue que nous guérirons de cette espèce de sinistrose dans laquelle est notre pays si nous répondons à ces deux éléments, si nous réparons le corps et l'esprit. Le corps, on le répare par la réindustrialisation, par une politique de production, et l'esprit, on le répare par le retour à cette promesse démocratique, la souveraineté. Et aussi, du coup. Voilà, usage du référendum, hiérarchie des normes. Et on le répare par la transmission, par l'école, par la transmission de la langue française, par le renouveau de la foi en la science aussi. Bref, tout ce qui a fait l'histoire de la France comme pays à la fois littéraire et scientifique. Hyper intéressant, j'ai hâte de le lire. Merci. Pour terminer cet échange, c'était vraiment passionnant, merci beaucoup. Je pose d'habitude une question à mes invités qui est de savoir si vous étiez en face d'un jeune, comme un de nos élèves, un jeune rural de 15 ans, quel message vous voudriez lui faire passer ? D'abord qu'il soit fier de ce qu'il est, qu'il soit fier de l'endroit où il est né, où il a vécu et de toutes les potentialités que cela peut lui apporter. Et qu'il croit que les choses sont possibles, qu'il n'y a pas de résignation et que le rôle justement de la République, c'est de faire en sorte que nous soyons égaux, c'est-à-dire que nous puissions tous exercer notre liberté. Et que donc, où qu'on soit né, on doit pouvoir exercer cette liberté de décider de son destin. Voilà. Et je pense que toutes les politiques d'aménagement du territoire, d'école, d'égalité doivent aller vers ça, que ce jeune puisse exercer sa liberté et choisir tout simplement d'aller au plus loin de toutes ses capacités. Super. Merci beaucoup, Natacha Polony. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu et si les enjeux éducatifs et ceux des territoires vous interpellent, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne d'Excellence Ruralité pour ne rien rater des prochains contenus. À bientôt dans Éducation prioritaire.